Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale d'infos sur Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télés locales de France et avec TV5 Monde, deux parties dans cette matinale, le JT des territoires dans un instant, suivi du Club de la presse, puis la météo et à 8h territoire d'info avec un invité politique en direct sur ce plateau, c'est Brice Hortefeux, l'ancien ministre de l'Intérieur qui sera questionné par Michael Zamès. Voilà, dans un instant, le JT des territoires, je vous y retrouve. Le malaise des kiosquiers parisiens. Pour illustrer cette question, le métier de kiosquier est-il en voie de disparition? Après une période de grève le mois dernier, le mal-être de ces professionnels de la presse grandit encore. Les raisons, une baisse des ventes et des conditions de travail particulièrement difficiles. Adèle Latour de Via Grand Paris a rencontré l'un de ces kiosquiers à Paris. L'après-midi s'annonce longue, très longue pour Erwan. Ce kiosquier de 45 ans le sait, après l'afflux du matin, les clients se font rares le reste de la journée. Avec la multiplication des supports d'information, les ventes de journaux d'Erwan ont considérablement baissé. Alors pour survivre, ce marchand n'a pas eu d'autre choix que de se diversifier. Là, on va rentrer dans une période de fête, effectivement, où là j'ai mis en avant des produits avec des cartes de Joyeux Noël ou déjà en anticipation des cartes du Nouvel An pour les fêtes de fin d'année. Je me suis également diversifié dans la vente de parapluies, de petits porte-monnaies. Et si Erwan a la chance, contrairement à d'autres, d'avoir un kiosque assez grand pour accueillir tous ses produits, son espace vital y est plutôt étroit. Nous vivons dans 3 mètres carrés. Vous avez 1 mètre en largeur, 3 mètres en longueur. Voilà, et nous vivons donc avec des rangements au-dessus de la tête. Vous pouvez voir qu'en haut, vous avez des rangements tout au-dessus de notre tête. Vous avez des rangements latéraux. Autre problème, les kiosques parisiens ne sont munis ni d'eau courante ni de toilettes. Tous les jours, Erwan doit uriner dans une bouteille en plastique cachée derrière son comptoir. Et le kiosquier en est persuadé, ses conditions de travail ne risquent pas de s'améliorer. Pourtant, il y a quelques semaines, l'annonce par la mairie de Paris de la mise en place de nouveaux kiosques plus modernes à partir de janvier prochain a suscité de nombreux espoirs. Mais ce nouveau projet a finalement beaucoup déçu et a même été l'élément déclencheur de la grève des kiosquiers. On nous réduit l'espace vital, c'est-à-dire on passe actuellement sur un kiosque comme celui-ci à 3 mètres carrés, je vais passer à 1 mètre carré. On va mettre un chauffage au-dessus de la tête, ce qui est une incohérence totale. Et nous avons toujours le même problème de toilettes. On nous a promis des toilettes dites sèches avec une cartouche qu'il faudra aller jeter au café. Alors vous avez le droit de faire dans votre casque, mais la cartouche, il faut aller l'acheter au café. C'est une aberration totale. Pour Erwan, qui fait ce métier depuis 23 ans, il est devenu de plus en plus difficile d'envisager son avenir dans son kiosque. Chaque jour qui passe est une remise en question. Tout à fait autre chose dans ce journal, la concertation sur la réforme de l'apprentissage lancée dans un climat crispé. 4 groupes de travail ont été mis en place par le gouvernement pour traiter l'ensemble des thématiques. Les régions craignent d'être dépouillées de leurs prérogatives. C'est le cas de la région Normandie. Explication de son vice-président David Marguerite au micro de Clément Soyer pour la chaîne normande LCN. Lors d'une visite du nouveau CFA de la Chambre des métiers Simone Veil à Rouen, Jean-Denis Messelin, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Manche, Christophe Doré, président de l'UDP Normandie, et David Marguerite, vice-président de la région Normandie en charge de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ont exprimé toutes leurs inquiétudes face au projet de réforme de l'apprentissage souhaité par le gouvernement. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut une vraie réforme de l'apprentissage en France. La réforme de l'apprentissage, selon nous, pour les régions de France, que je représente dans la discussion qui est aujourd'hui celle qui est la nôtre avec le gouvernement, eh bien notre sujet, c'est de dire que c'est l'orientation qu'il faut réformer en profondeur et certainement pas l'organisation de l'apprentissage qu'il faut bouleverser. Et j'ai une inquiétude peut-être encore plus forte, c'est la rupture dans la formation des apprentis. Et nous voulons dire au gouvernement, ne réformez pas l'apprentissage pour casser ce qui fonctionne. Réformez l'apprentissage
pour orienter davantage de jeunes. Ce n'est certainement pas le transfert aux branches qui va faire qu'il y aura plus d'apprentis demain. Ce qui va faire qu'il y aura plus d'apprentis demain, c'est un système d'orientation qui sera profondément rénové, profondément réformé, une orientation concrète, une orientation qui fait de l'apprentissage une voie d'excellence. Le CFA de la Chambre des métiers Simone Veil à Rouen connaît une augmentation de ses effectifs. Il a été financé par la région Normandie et la Chambre des métiers. Il accueille 400 apprentis dans les métiers de l'artisanat, comme la boucherie, la boulangerie, la pâtisserie ou encore la fleuristerie. Les responsables de l'artisanat ont affirmé leur opposition catégorique au transfert de l'apprentissage aux seules branches professionnelles. Encore tout à fait autre chose. Les vieilles coques de bateaux qui vieillissent sur notre littoral sont-elles des déchets? C'est en tout cas ce que laisse à penser une requête des affaires maritimes. Au fret à Crozon, un ancien constructeur de bateaux est convoqué par le procureur de Quimper aujourd'hui. Il doit répondre d'abandon de déchets sur la grève. Alors, déchets ou patrimoine maritime? Élément de réponse avec Frédéric Lorenzon pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. À Rostellec, en presqu'île de Crozon, ce propriétaire de chantier maritime est convoqué pour l'abandon en nombre de déchets sur la grève. En cause, ces coques dont certaines ont été construites dans le chantier naval familial. Pour moi, ça a un autre mot qu'épave. Un bateau qui est revenu ici, ça veut dire qu'il a été construit, il a fait vivre des chantiers, les pêcheurs, et maintenant on veut anéantir tout ça. Les affaires maritimes ont intimé l'ordre à Pierre Tertu de faire place nette en détruisant les coques. Le marin âgé de 80 ans reçoit de nombreux soutiens, notamment d'amoureux du patrimoine maritime comme cet historien militaire à la retraite, auteur d'un livre de photos sur ces vieilles coques. Les affaires culturelles, il y a des années, ont écrit dans l'inventaire du patrimoine de Bretagne tout l'intérêt qu'elle trouvait à ces épaves. Et puis d'un autre côté, une autre administration, les affaires maritimes, considère donc que nos épaves, ce sont des déchets. Eh bien non. Un peu plus au sud, à Douarnenez, le patrimoine maritime est valorisé, comme ce cimetière de bateaux au Port-Rue, à quelques dizaines de mètres du port-musée. On se trouve devant un lieu de mémoire. On se trouve devant aussi un paysage. Et c'est justement la volonté de la ville de Douarnenez de mettre en valeur ce paysage en libérant les places de port qui se situaient devant et de mettre en valeur en fait ce lieu de mémoire. Désormais, il appartient à la justice de trancher. Ces vieilles coques sont-elles à détruire au titre de déchets ou à conserver et à valoriser au titre du patrimoine maritime? Modernité, il crée des boîtes aux lettres connectées. Une entreprise française, filiale du groupe allemand Heinz, a lancé depuis le mois de janvier des boîtes aux lettres connectées. Elles permettront de faire livrer des colis, des courses chez soi sans avoir à les réceptionner. Kim Hammerschmidt pour Mirabel TV nous en parle. Là, imaginons que je veux ouvrir une grande boîte. Où je prends une XL, la boîte s'ouvre, je prends mon colis, je le mets dedans et je ferme. Et si vous décidiez de vous faire livrer vos courses chez vous, sans avoir besoin de les réceptionner, grâce à une boîte aux lettres connectée? Rennes, le leader sur le marché, est passé du prototype au modèle grandeur nature. Depuis cette année, il s'en est vendu 180 dans toute l'Europe. Elles sont produites dans cette usine de Wustwiller. Entre 350 et 400 000 boîtes aux lettres sortent de ces ateliers chaque année. Grâce à l'élimination du gaspillage, l'entreprise a pu accroître sa production sans avoir à remplacer l'homme par les machines. Ça ne sert à rien d'avoir des process qui soient trop performants, ça a tendance à vouloir générer du stock et encore une fois le stock c'est le plus gros gaspillage. Donc il faut vraiment utiliser des process qui sont en adéquation avec les besoins de nos clients. Rennes France est l'un des fleurons du groupe allemand Erwin Rennes implanté à Sarralbe. Son chiffre d'affaires a presque triplé entre 2004 et 2010, passant de 6 à 16 millions d'euros. Mais l'ère de la digitalisation a diminué l'attrait pour la lettre. C'est désormais le colis qui a le vent en poupe. Les boîtes connectées entendent bien proposer une solution à ce constat. La boîte aux lettres devient demain à la fois un équipement de soutien au commerce, de soutien à toute l'organisation numérique. Et si on met un partenariat entre le producteur de ces équipements, le consommateur, la logistique au milieu et les producteurs de produits qui peuvent alimenter, on est vraiment dans une chaîne qui est une chaîne vertueuse et innovante. Connecter les commerces d'une commune avec ses habitants, la société va en faire l'expérience très prochainement en permettant à ses employés de se faire livrer sur leur lieu de travail leurs courses par exemple.
D'ici 2050, les boîtes connectées devraient représenter 50% du chiffre d'affaires de cette entreprise. 6 salariés viendront étoffer les équipes dans les mois à venir. Noël, une vingtaine de demandeurs d'asile hébergés au centre d'accueil des demandeurs d'asile des Capucins à Bordeaux donneront ce mercredi une représentation théâtrale pour la fête de Noël. Une pièce en français grâce à l'association Le Français sur les planches, créée par un professeur de français langues étrangères. Un exploit pour ces apprentis comédiens étrangers. Répétition avec Dominique Parmentier pour TV7 en Gironde, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Bonjour docteur, que puis-je faire pour vous? J'ai mal au pied. Ils s'appellent Saber, Koudrat, Al-Nour. Ils sont soudanais, afghans, pakistanais ou somaliens. Hébergés depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois au centre d'accueil des Capucins, ils attendent d'obtenir le statut de réfugiés. Comme Saber, ils ont fui leur pays, la guerre, dans des conditions souvent terribles. Avez-vous mal à la bras? Non, j'ai pas mal au bras. Avez-vous mal à la tête? Non, j'ai pas mal à la tête. Avez-vous mal au pied? Coupez le pied. À part Saber qui a suivi des cours à Paris, la plupart ne parlaient pas un mot de français quand ils ont commencé à répéter la pièce, il y a 2 mois. Chiffre local a-t-il frappé pour ce soir? Au l'est. Non. 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 Ok, alors qu'est-ce que vous avez fait? Avec cette méthode particulière pour enseigner le français, François-Xavier Lagarde mise avant tout sur l'oralité. Le premier objectif, c'est de casser le mur de la peur. Ce sont des jeunes qui peuvent apprendre petit à petit du vocabulaire parce qu'ils vont avoir des cours, mais pourtant qu'ils ne parleront pas malgré des semaines, voire des mois, voire des années de français. Il y a un blocage. Et c'est là où le théâtre répond parfaitement à cette problématique, parce qu'ils sont debout, parce qu'on joue des situations de la vie quotidienne. Là, c'est chez le médecin, mais ça va être également dans le bus, ça va être toujours dans des espaces sociaux linguistiques qu'ils connaissent. Sa technique, faire répéter encore et encore pour mémoriser, en s'aidant du corps, des mouvements. Ah, j'ai mal à la jambe. Et en quelques semaines, certains ont vite progressé. 8, 5, 56, voilà des Capucins. Ouais, ça c'est du super français. Encore. Ce sont des jours intenses, c'est un travail vraiment difficile et ils sont dans une situation certes de plaisir, mais vraiment de travail, d'encodage qui n'est pas facile. Oui, c'est un grand challenge, mais ce qui est fabuleux, c'est que ça marche. Convaincu du résultat, le diaconat lance une campagne de financement pour pouvoir reconduire l'expérience dans les prochaines années. Noël approche, le temps des pains d'épices arrive. La Saint-Nicolas approche aussi avec son lot de douceur. Exemple dans une boulangerie de Dogneville qui confectionne plus de 150 pains d'épices et brioches par jour. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions est allée les goûter. La Saint-Nicolas approche et ici, dans cette boulangerie à Dogneville, on s'active au fourneau pour la confection de pain d'épices et de brioches. Le soir de Saint-Nicolas, les enfants reçoivent, pour nous ici à Dogneville, un sachet de friandises offert par Saint-Nicolas, avec un pain d'épices, une brioche, un chocolat, des confiseries. C'est le moment où les ventes sont multipliées par 10 sur certains produits, donc il ne faut vraiment pas le rater. Une tradition à ne pas manquer. Pour la Saint-Nicolas, les 2 artisans boulangers et une apprentie confectionnent en cuisine plus de 150 pains d'épices par jour. Moulés en Saint-Nicolas, la recette adaptée avec des produits locaux est celle des meilleurs ouvriers de France boulanger. Comme ingrédient indispensable, les épices bien sûr, mais pas seulement. C'est donc le miel, un miel de Lorraine pour ma part, la farine de seigle pour avoir une couleur assez foncée, donc toujours en local, et des œufs, du sucre et un savoir-faire. Il faut d'abord mélanger tout ce qui est ingrédients liquides, le miel, les œufs, la crème. Ensuite, on incorpore la farine, donc qu'est-ce qu'elle est solide. Là, on va passer au batteur, qui a une période. Faut pas forcer non plus le pétrissage. Et après, le façonnage, donc à l'emporte-pièce. Une fois façonnés, les Saint-Nicolas n'ont plus qu'à passer au four. 15 minutes de cuisson et l'odeur embaume déjà tout l'atelier. Ils sont ensuite vendus avec comme un sentiment de retour aux traditions.
C'est vrai qu'on vend un petit peu moins nos Saint-Nicolas de chocolat. Bon, ça fonctionne toujours, hein, ça plaît, le chocolat, tout le monde aime, mais le pain d'épices prend le dessus, peut-être par la tradition, peut-être aussi parce que les gens en envoient un petit peu partout dans la France et que le pain d'épices arrive bien entier, alors que le chocolat, c'est un peu plus compliqué. Alors chocolat ou pur pain d'épices, à vous de choisir. Une dégustation et des ventes qui s'étalent bien au-delà du jour J. Cette année, la Saint-Nicolas tombe ce mardi. Voilà, fin de ce journal. On continue ce journal des territoires avec dans un instant le Club de la Presse. À 8h, l'invité politique, c'est Brice Hortefeux de Territoire d'Info. Il sera en direct sur ce plateau, mais tout de suite, c'est la une de vos journaux en province. On regarde ensemble. On prolonge cette revue de l'actualité matinale avec les unes de la presse quotidienne régionale, comme chaque jour. On démarre avec Corse Matin, bien sûr, qui titre, comme vous le voyez, le Front républicain explose. Il s'agit bien sûr des conséquences des élections qui ont eu lieu dimanche. Dans l'île de Beauté, la droite et la gauche feront cavalier seul face à la majorité sortante largement favorite. Pour la dépêche du Midi, dont la rédaction est dirigée par José Biosca, c'est ce que veulent les Corses après la large victoire des nationalistes aux élections territoriales. Le débat est relancé sur l'autonomie. Pour Sud-Ouest, dirigé par Jean-Pierre Dorian, la rédaction en chef, paradis fiscaux, la liste noire de l'Europe. L'Union doit publier aujourd'hui la liste des pays considérés comme des paradis fiscaux, mais l'exercice est très délicat car certains pays membres sont loin d'être irréprochables en Europe. Pour le Courrier Picard, la psychiatrie fait presque consensus. François Ruffin, le député France Insoumise de la Somme, a rallié tous les partis à sa proposition sur le financement de la psychiatrie, sauf En Marche. Et les explications sont dans le Courrier Picard aujourd'hui. Pour Libération Champagne, vache maigre pour les éleveurs en 13 ans. Ce département a perdu 53% des éleveurs laitiers et pour ne rien arranger, l'élevage se concentre dans les zones difficiles en Champagne. Et c'est la une de Libération Champagne. Pour la Provence, édition de Marseille, bon business de Russie. Plusieurs affaires de justice ciblent l'acquisition de luxueuses propriétés dans la région. Le milliardaire et sénateur russe Kerimov est jugé aujourd'hui par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à la une de la Provence. Donc, pour la Voix du Nord, mystère qui s'attaque aux boîtes aux lettres dans le Nord. Et c'est en page 3, vous aurez des éléments de réponse dans la Voix du Nord d'aujourd'hui. Pour la République des Pyrénées, Noël, les jouets stars à ne pas rater. Les jouets à la mode ont déjà un air de déjà-vu, comme les toupies de combat ou les objets dérivés de Star Wars, dont le dernier opus sort bientôt. Voilà. Crédit Agricole, également un siège social high-tech à 15 millions d'euros à Serres-Castet. Ce bâtiment design sera opérationnel dans un an. Pour le Berry républicain, c'est Brigitte Macron qui baptise le Panda Star. On en a beaucoup entendu parler de cette cérémonie. Et bien entendu, la première dame chinoise a été très remarquée car elle n'était pas là. Et normalement, c'est la tradition. Le Berry républicain revient là-dessus. Brigitte Macron qui baptise le Panda Star en présence du vice-ministre des Affaires étrangères chinoise hier, le Berry républicain. Voilà. Pour le Club de la Presse, aujourd'hui, je reçois Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour, et Guillaume Doyen de la Gazette des communes, des départements et des régions, avec un mot sur la disparition qu'on a appris ce matin de Jean d'Ormesson. Guillaume Doyen, un très grand de cette profession. Oui, un grand de cette profession. Membre de l'Académie. Membre de l'Académie, écrivain réputé, reconnu à juste titre, homme très drôle, éditeur fameux. Il avait été patron du Figaro aussi. Plein d'esprit, dont on entendait chanter la voix avec plaisir sur les plateaux de télé, dont il lisait les livres avec plaisir. C'est un grand témoin du temps qui est parti, voilà. Je pense que pour la profession, c'est une perte. Pour les Français, c'est un esprit charmeur et chantant qui s'en va. Mais triste avant Noël, Stéphane Vernet. Oui, oui. Moi, je découvre cette information ce matin parce que j'avoue que ça m'avait échappé et c'est avec beaucoup de tristesse que je l'apprends parce que c'est quelqu'un ça vient de tomber. Hein. C'est quelqu'un qui comptait vraiment et voilà, qui va manquer dans le paysage politique et littéraire français. Je pense que c'est clair. Moi, j'ai souvenir d'un Jean d'Ormesson qui disait « Je n'ai qu'une patrie, c'est l'enfance » et c'est un mot qui m'avait marqué. Et oui, il va nous manquer. Avec ce regard bleu. Voilà, célèbre Jean d'Ormesson, on l'a appris ce matin, qui a disparu dans la nuit de lundi à mardi. Voilà. Dans quelques minutes, on va parler avec vous, Guillaume Doyen, de l'attractivité des villes moyennes. Il y a vraiment un
un problème, un grave problème. On va y revenir avec vous dans quelques minutes. Avec vous, Stéphane Vernet, on va revenir sur la panne à Montparnasse en examinant les principaux loupés de la SNCF en matière de communication qui resteront dans les mémoires. Alors, Ouest France titre dans cette page France, après le bug de dimanche, la SNCF fait profil bas. Elle y a intérêt, non ? Oui, alors oui et non. En fait, c'est là qu'est tout le paradoxe, c'est que effectivement cette panne est très embêtante, elle est très gênante. Ça l'affiche mal, on pourrait dire. Voilà. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le service du train en France, il est loin d'être dégradé. Les performances sont pas si mauvaises. Évidemment, il y a des trains. Ça dépend des lignes, hein, vous diront beaucoup d'usagers. Ça dépend des lignes, et c'est vrai que les retards, les incidents ont pu s'accumuler ces dernières années. Mais quand on regarde sur les trains longue distance, les performances françaises ne sont pas si mauvaises. Il y a 85% des trains qui sont à l'heure en France, 80% seulement en Allemagne. Hein. Alors c'est moins bien qu'en Suisse, mais vous savez que la Suisse, c'est le pays du chocolat et des horloges. Voilà. Donc, mais si vous prenez l'exemple britannique, où British Rail a été privatisé il y a 20 ans, l'état du réseau est dramatique. En Grande-Bretagne, c'est quand un train arrive à l'heure que ça devient une info, quoi. Donc voilà. Donc en France, ça marche pas si mal. Par contre, dans ces grandes pannes, c'est la pagaille. C'est la deuxième en 3 mois. Et la question qui se pose aussi, c'est comment est-ce que la SNCF gère ou ne gère pas cette situation de crise. Je peux vous dire assez mal. J'ai écouté un reportage ce matin sur une grande radio avant de venir, où on expliquait que la SNCF dépêchait des agents de communication sur les quais des gares où se posaient des problèmes, notamment en région, et qu'ils n'avaient rien à dire, qu'ils étaient là juste pour se faire engueuler, entre guillemets. C'est quand même un problème que ce soit pas géré et coordonné, non, au niveau national. Oui, c'est ça. Les pauvres gilets rouges, moi je les plains, c'est un petit peu si vous vous souvenez du roman de Daniel Pénac, Au bonheur des ogres, c'est un peu Monsieur Malocène qu'on envoie pour se faire engueuler à la place des vrais responsables. Et oui, il y a ce décalage. En fait, ce qui est pas supporté et ce qui n'est plus supportable, pour reprendre les propos ou inacceptable, pour reprendre les propos de la ministre, Madame Borne, c'est que à l'heure des réseaux sociaux et de la circulation ultra rapide de l'information, il y a un décalage qui est beaucoup trop grand entre la situation vécue par les gens et l'information qui leur est apportée. Et ça, les usagers ne comprennent plus. Et un des problèmes qui est bien décrit dans le journal ce matin, c'est qu'il y a une culture à la SNCF qui est encore une culture de l'usager. Du service public, qui est très honorable, qui est très bien, mais qui n'est pas encore une culture client. Et c'est aussi une culture d'ingénieur, c'est-à-dire que ce sont des gens très performants qui savent faire, qui savent développer les outils. Donc quand il y a une panne, leur priorité, c'est de se concentrer sur la panne et de régler la panne sans chercher à expliquer aux voyageurs. Vous voulez dire qu'on a changé d'époque et que la SNCF, on n'a pas pris conscience ? Mais je pense que la SNCF en a pris conscience. Ça, ce ne serait pas vrai de dire ça. Vous avez, par exemple, sur la gestion des gares... qu'elle ne le traduit pas. Pas encore, mais on est tous confrontés à ce problème-là. C'est que la révolution numérique est ultra rapide, tout change très rapidement, et il y a des temps d'adaptation nécessaires, et le changement dépasse parfois ces temps d'adaptation. Je pense que ce que vit la SNCF aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a encore un décalage entre cette culture usagée et cette culture client, et ils n'ont pas encore pris pleinement la mesure de la nécessité de communiquer en temps réel auprès de leurs voyageurs. Et pour terminer, moi j'ai entendu quelqu'un qui disait, vous vous rendez compte, quand je rentre dans une gare, le Wi-Fi me capte, j'ai des offres commerciales qui tombent par SMS directement sur mon portable. Par contre, quand il y a une panne, silence radio. Et ça, ce décalage-là, il n'est pas compris, et pour un voyageur qui paye son billet, il est plus acceptable. C'est dans Ouest France, après le bug de dimanche, la SNCF fait profil bas. Et puis une interview de Philippe Moreau-Chevrolet, qui est un prof de communication à Sciences Po, et qui dit la SNCF doit opérer une révolution d'entreprise. Il va dans le sens de ce que vous dites. Dans Ouest France aujourd'hui. Il y a un petit dessin de Chonu aussi qui accompagne le papier, qui est rigolo. Je ne sais pas si on peut le montrer, mais c'est une famille qui est coincée dans une gare et en attendant, et le petit est en train de faire une lettre au Père Noël en disant cher Père Noël, je veux bien tout sauf un train électrique. Merci. Stéphane Vernet, vous dirigez la rédaction de Ouest France à Paris. Voilà, avec vous, Guillaume Doyen, on va regarder ce qui se passe dans les villes moyennes. Il y a un vrai problème. Le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, va annoncer à la fin du mois de décembre un plan étalé sur 5 ans, destiné à relancer le commerce, le logement, au fond, le dynamisme dans les centres-villes, dont l'attractivité n'est plus du tout ce qu'elle était. Oui, il y a 200 villes qui
qu'on peut appeler des villes moyennes, hein, c'est de 20 000 à 100 000 habitants. Oui, je vais me demander c'est quoi la ville moyenne 20 000 type à 100 000, voilà, c'est ça. C'est vaste, hein, je vous accorde. Voilà, on peut les dépeindre comme étant des villes moyennes. Ça dépend des zones de territoire, peuplées ou pas peuplées. En gros, c'est la sous-préfecture, c'est la préfecture, voilà. Et ce tissu-là, il va pas bien en fait. Et les Français qui y vivent savent, ont vu dans bien des cas disparaître les commerces, les logements s'abîmer, les jeunes couples ne plus s'y installer. Et tout ça, ça a donné un visage français un peu morose, si vous voulez, tandis qu'on reprochait en même temps au président, au pouvoir, de s'occuper beaucoup des métropoles. Là, on parlait de la panne à Montparnasse. Finalement, Montparnasse, ça relie plein de villes, mais ça relie principalement le plus Paris aussi, Paris-Rennes, Paris-Bordeaux, que vous connaissez bien. C'est ces trains à très grande vitesse qui font la réputation de la France. Mais à côté de ça, la France des villes moyennes, c'est autre chose, si vous voulez. C'est cette France un peu oubliée, et c'est pas mal que le gouvernement dise, ben voilà, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas fait, et on remet des milliards là-dedans. Alors, on n'a pas encore met des détails. milliards, bon, ça toujours. On met des milliards, comme d'habitude. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'il y a. En effet, c'est la rénovation du logement aussi. C'est un logement pas mal dégradé, pas mal ancien, qui n'attire plus vraiment, si vous voulez. Et il y a un souci, ça coûte cher d'y vivre, ce sont des passoires énergétiques. Donc les milliards qui vont être injectés vont dans la rénovation des logements. Et deuxième chose, c'est les commerces. Vous avez des villes avec une vacance commerciale énorme, à moitié vide aujourd'hui, si vous voulez. Les commerces ne trouvent plus preneurs dans certaines villes. Il ne faut pas généraliser, mais un certain nombre d'entre elles, comme ça, c'est triste. On le voit d'ailleurs. Ça dépérit, on le voit à l'œil nu, si vous voulez. Et donc relancer ça... ça n'a pas relancé les choses. Ça n'a pas politique de la ville de faire des rues piétonnes. Non, ça n'a pas suffi. Parce qu'au même moment, on crée des zones commerciales absolument énormes d'à 10 km de distance, auxquelles on accédait facilement en voiture, là pas en train, mais en bagnole. Et donc, ça a aspiré une partie de la richesse en direction. Et donc, l'autre sujet, c'est est-ce qu'on arrête de construire des zones commerciales aux portes des villes ? Voilà, et ce sujet, vrai sujet, et le ministre questionné ne donne pas de réponse ferme, il dit il faut voir au cas par cas. Le ministre questionné, c'est Jacques Mézard, voilà. ministre de la cohésion des territoires. Un plan de relance pour les villes moyennes dans la Gazette des communes, des départements et des régions dont vous dirigez les rédactions. Merci Guillaume Doyen, à tout de suite. Vous serez avec nous pour le débrief de notre invité politique de 8h. C'est Brice Hortefeux, l'ancien ministre député européen, qui sera sur ce plateau après la météo, le temps qu'il fait en France aujourd'hui, mais aussi dans les départements français, d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.